Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Au téléphone ce matin avec vous, c'est la rédaction de l'hebdomadaire Vision d'Afrique et pour en parler, nous sommes avec le patron Adam Adjono. Adam, bonjour. Bonjour grand citoyen de Taïri, bonjour à toutes celles et à tous ceux qui sont branchés à bord du plus beau taxi matinal à l'heure du Taxi Média Show. Et ce matin, Adam, face au terrorisme, au putsch et au mercenariat, la CEDEAO joue sa survie, dites-vous. Oui, les défis deviennent assez nombreux pour la sous-région et les bruits de bottes se font sentir de plus en plus dans la sous-région ouest africaine qui est confrontée à des enjeux énormes. Au moment où elle n'a pas fini de penser les brillantes plaies qu'a occasionné le terrorisme dont elle peine à se remettre, elle devait adjoindre à ce mal très complexe la question des coups d'État. En tout cas, elle est devenue la zone de forte turbulence institutionnelle où les formules de sortie de crise sont en inadéquation avec la fermeté qui a attendu d'elle, ce qui motive l'idée de poussiérer l'institution. Le Mali et la Guinée sont devenus des zones de forte turbulence institutionnelle où la sous-région joue aujourd'hui sa survie et qui agite les coulisses des palais présidentiels de la CEDEAO. L'institution a haussé le ton et le 6 septembre dernier, lors du sommet extraordinaire sur la conduite à tenir pour le rétablissement de l'ordre institutionnel au niveau de la Guinée. Les putschistes qui ont déchu le président Alpha Condé ne semblent pas être sur la même longueur d'onde avec la CEDEAO. L'organisation sous-régionale a coup sur coup exigé la libération sans condition d'Alpha Condé et fixé le délai de la transition à 6 mois, infliger des sanctions ciblées et interdiction de voyage donc aux putschistes. Devant donc ces réactions, beaucoup sont ces analystes qui estiment que cette question ne serait être une question coercitive qui pousserait les putschistes à pouvoir donc changer de fusil d'épaule. Donc on constate directement que le contraste est saisissant. Les putschistes ne semblent pas être d'avis avec donc les présidents ou les émissaires de la CEDEAO envoyés sur place. Du coup, on constate une certaine fébrilité et la faiblesse de la CEDEAO qui devient de plus en plus récurrente au niveau de cette crise-là constatée ces derniers moments dans la sous-région. Pour l'heure, les putschistes continuent pas à briller par des annonces de bonnes intentions. Cette poursuite de la CEDEAO traduit à la fois un sentiment de frustration et de préoccupation que les dirigeants de la sous-région ressentent subite et face à la résurgence donc des coups d'État dans la sous-région. Au Mali voisin également, on a aussi constaté que là-bas aussi c'est pas tout à fait gai. Donc les désirs de rallongement du délai de la transition se font de plus en plus sentir et la sous-région ou les chefs d'État de la sous-région peinent à pouvoir convaincre en fait qui sont aux affaires au niveau du Mali à pouvoir véritablement instaurer l'ordre constitutionnel et à pouvoir donc tenir sans que l'on n'arrive à des glissements de calendrier sur la date donc de ces élections-là. Donc depuis le début septembre, on va constater également qu'il y a un contrat qui est prêt à être signé entre l'État malien et la société paramilitaire russe Wagner. Vous savez que cette information agite pratiquement tous les partenaires bilatéraux de la CEDEAO. Donc face à cette propension, les réactions des partenaires internationaux de la sous-région s'alarment et le balai des réactions s'enchaîne chaque jour que Dieu fait. Le dernier en date, c'est du ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne qui également a dit toute sa préoccupation face à ce contraste qui est incompatible avec la coopération internationale dont l'Union européenne et surtout la France est à l'avant-garde. Le groupe a fait preuve de prédation et affiche avec acuité des déstabilisations des institutions intérieures des États. La CEDEAO n'a pas caché son désaccord aussi face à cette collaboration avec ce groupe mercenaire russe au moment où des coups d'État deviennent de plus en plus
reculant dans la sous-région. Ce qui fait dire que accepter de pareils groupes dans la sous-région reviendra pratiquement à pouvoir donner de l'onction ou à légitimer paradoxalement donc ces coups d'État, parce que vous n'êtes pas sans savoir que lorsque nous nous projetons que dans les années de l'indépendance où ces coups d'État-là étaient pratiquement le mode d'accession à la magistrature suprême, c'était toujours fait avec des groupes de mercenaires. Et aujourd'hui, s'il advenait que le Mali ou carrément la sous-région acceptait à installer ce mercenariat encore dans la sous-région, cela amènerait pratiquement à adopter les coups d'État comme mode d'ascension à la magistrature suprême. Ce qui fait dire qu'on retournerait pratiquement à 60 ans en arrière. Donc, dans une telle situation et dans un moment total, je pense que, en tout cas, en ce qui nous concerne dans cette analyse, que la CEDEAO, la fermeté de la CEDEAO est rigoureusement attendue sur cet aspect. Mais le Mali également ne se trompe pas, parce que le rythme d'isolement le guette assez. Ainsi, la Guinée qui continue dans cet entêtement pouvoir donc nouer ses relations avec ce groupe Wagner, donc qui est dénoncé à tout point de vue. Donc, c'est la ligne rouge à ne pas franchir, qui générait un grand cafouillage face au déficit politique constaté dans la sous-région. Voilà ce que nous écrivons aujourd'hui dans cette analyse, une grande analyse. Très bien. Ben, écoutez, on lira l'article à la page 3 de votre journal. Et puis, Abdoulaye Yaya et ses déclarations de bonnes intentions, rien que de la figuration, plus de paroles que d'actes, hein, dites-vous. Oui, le président de la Cour suprême, qui est en même temps le président du Conseil supérieur de la magistrature, a fait une seconde, sinon une énième sortie en ces jours-là. Mais nous avons constaté que ces sorties ne sont que ni plus ni moins de la figuration. Vous savez, si l'on peut véritablement donc être d'accord avec le président lors de sa première sortie, où elle essayait un peu de peindre un tableau assez objectif de la situation de la chaîne judiciaire au Togo, on estimait qu'il y a une sortie assez appréciée par les justiciables qui l'attendaient de pied ferme à pouvoir prendre des dispositions pour enrayer le tir. Donc, cette sortie, pour les uns, était une sortie de trop. Et pour la simple et bonne raison que lorsque ces justiciables essaient donc d'attendre des actes assez concrets, le président de la Cour suprême n'a fait que redire ce qui est dit par la plupart des Togolais ou pratiquement les justiciables. Donc, on estime qu'il est nommé à ce poste-là pour prendre des actes de résolution assez forts, pour amener donc les justiciables à être véritablement dans le même regard que la justice, parce que lui-même il a dit, les gens aujourd'hui, il y a un désenchantement total au niveau d'appréciation que font les uns les autres au niveau de notre justice, parce que pour la plupart du temps, au risque qui ne se voit pas céder pratiquement à de l'impunité, ces sorties-là, ils pouvaient donc pouvoir s'en passer. C'est un bis repetita dont ils pouvaient s'en passer au profit des actes concrets et tangibles. La guerre contre la magistrature, les magistrats indélicats qui affectent la corporation par des actes déviants doit être concret et non pas par des dénonciations qui ressemblent ni plus ni moins à de la figuration, comme je le disais tantôt. Car les dossiers indélicats qui agitent le corps de la magistrature sont énormes et souvent monnayés par des magistrats qui agissent parfois au plus offrant, ce qui avilit l'une des vitrines et maillon et central de l'attractivité des investisseurs au Togo. Un constat controversé et qui a la peau dure. Donc, nous estimons que prochainement, on attend le président de la Cour suprême prendre des actes et que de pouvoir, nous faire des propositions d'intention, parce que ça là, c'est déjà connu des Togolais. Donc, il faut qu'on le voit à l'œuvre. Bien, écoutez, l'article est toujours à la page 3 de votre journal, la Vision d'Afrique. Et puis, mobilisation pour la vaccination et fermeture des lieux de culte.
Un contraste saisissant, Adam, qui crée, on va dire, des grincements de dents. Oui, vous savez, face à la flambée des cas de contamination, le Togo a introduit dans l'arsenal de lutte contre la COVID-19 de nouvelles restrictions. Ces nouvelles dispositions renforcées par la prorogation de 12 mois de l'état d'urgence sanitaire, assorties d'une dizaine de nouvelles mesures privatives de liberté. Face, disons, à la controverse constatée au niveau de la fermeture des lieux de culte, nous en parlons la semaine dernière en disant qu'en réalité, ces leaders religieux qui sont aujourd'hui, qui traînent de grands nombres de fidèles derrière eux, devaient être associés à la lutte si tel est que ils sont dans la même logique de pouvoir véritablement mobiliser la foule ou pratiquement aller à des vaccinations grande échelle. Mais en tout cas, ce qui est ressorti ces derniers moments, c'était donc une rencontre avec ces leaders religieux, en tout cas certains d'entre eux, qui avaient estimé qu'il serait difficile de pouvoir faire le constat de la passe vaccinale avant l'accès des lieux de culte. Mais force est de constater qu'il y a certains leaders religieux, et en l'occurrence le professeur Fad Antonio du ministère international Justice en Nation, qui a pris en lui la responsabilité de pouvoir passer à vaccination tous ces fidèles. C'est une mesure qui était pratiquement saluée en début de semaine dernière par les autorités communales, voire même les autorités centrales de la gestion de cette crise-là. Mais quel ne fut pas le désagrément constaté que il faut le rappeler aussi, près de 2700 fidèles, et depuis toute la semaine, Chahi avait des séances au sein de l'église de vaccination de ces fidèles-là. Mais à la dernière nouvelle, le dimanche dernier, où les gens étaient encore mobilisés pour se faire vacciner, il y a eu une instauration d'ordre qui a mis fin, où pratiquement ceux qui venaient donc pour la vaccination n'étaient pas là. Lorsque les informations sont remontées, c'était donc le lieu qui causait problème. Et là, lui, il est revenu par un réquisitoire sévère. Est-ce que dans cette mobilisation où le gouvernement a demandé aux uns des autres de pouvoir avancer, s'ils en ont des stratégies pour amener la population togolaise à se vacciner et faire en sorte qu'on puisse arriver très vite à l'immunité collective, qu'on puisse aujourd'hui, si des questions de lieu, revenir à pouvoir dire qu'on met fin à cette vaccination-là. Et il a encore posé la question de savoir, est-ce que lors de ce conclave-là, avec ces leaders religieux, est-ce que c'est tous les leaders qui avaient été constatés ou pratiquement ceux qui avaient été constatés étaient véritablement représentatifs de tout l'amadin des églises que nous avons. Mais au même moment, on constate qu'au niveau central, on n'a pas pris la décision de pouvoir amener tout le monde à pouvoir respecter ces mesures-là. Chacun allait par ses communicants, on l'a vu également au niveau des ministères, en introduisant donc la preuve de vaccinal avant l'introduction des lieux administratifs. Est-ce que pourquoi on va uniformiser cette méthode-là? Il faudrait laisser le choix à certains leaders religieux qui estiment qu'ils pouvaient donc passer au contrôle ou faire vacciner pratiquement leurs fidèles de pouvoir le faire. Donc sur cette question-là, il est revenu, celui qui n'a pas ébranlé, en tout cas son engagement à amener ces fidèles à se faire vacciner, mais des questions subsistent et sur le tâtonnement constaté au niveau de la vraie méthode à pouvoir adopter pour amener la population togolaise, disons, à se faire vacciner dans toute son entièreté. Donc nous sommes revenus dans cette analyse-là en appelant le gouvernement à revoir cette posture-là et amener certains leaders religieux qui traînent derrière eux, je le rappelle, plutôt fidèles, à pouvoir donc s'adjoindre à la lutte pour que nous puissions avoir cette masse critique-là recherchée par le gouvernement et arriver à cette unité collective-là, au lieu de pouvoir uniformiser, le fait que de pouvoir uniformiser cette mesure-là à l'encontre de tous les fidèles ou de tous les leaders religieux ne fait pas bonne presse, disons, à ce comité de gestion de cette crise-là. Et nous espérons que les jours à venir doivent revoir cette posture-là, amener ceux qui sont aptes à pouvoir faire passer leurs fidèles à vaccination et continuer à qu'ils puissent le faire. Et ceux qui prendront les mesures de pouvoir rejoindre la base puissent également le faire. Très bien. Écoutez, tous ces sujets à lire dans votre journal Vision d'Afrique dans le kiosque ce matin. Merci beaucoup, Adam Adjonou. Merci, grand citoyen de Paris. Et bonne journée à vous. À plus tard. À bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait.
Laissez aussi votre point de vue en commentaire.